Bonjour à tous et merci d'avoir patienté, mais ça valait le détour. Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, Monsieur Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, Monsieur Romain Nadal, porte-parole du Quai d'Orsay, Monsieur Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, distingués invités en vos titres, grades et fonctions, chers partenaires, chers amis de la Maison des journalistes. C'est avec un plaisir immense que les journalistes résidents, le conseil d'administration, notre président Christian Oboineau, les cofondateurs de cette maison, Daniel Royon et Philippe Spinault, l'équipe de la Maison des journalistes, les salariés, les bénévoles, vous accueillent ici en ce 3 mai. Nous sommes particulièrement ravis de célébrer cette journée mondiale de la liberté de la presse avec l'Organisation internationale de la francophonie. Madame la secrétaire générale, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce 3 mai 2017 officialise votre soutien à la Maison des journalistes et le début de notre partenariat. Plaisir immense, je l'ai dit, mais gravité aussi. Car rarement dans nos démocraties, la liberté d'informer n'a été aussi mise à mal qu'aujourd'hui. Il y a 3 jours, un puissant chef d'État réitérait ses attaques contre les médias qu'il qualifie à longueur de temps de malhonnêtes, d'incompétents et les accuse de diffuser de fausses nouvelles. Hier, ici en France, un ancien candidat et ses soutiens dénonçaient le lynchage, voire une lapidation médiatique. Maintenant, au moment où la France tourne une page de son histoire, un grand parti se met à refuser l'accès à ses meetings à des médias suspectés de diffuser de fausses nouvelles. Nous ne reviendrons pas, du moins pas encore, sur ces milliers de cas à travers le monde où les journalistes sont arrêtés, empêchés, traqués. Gravité donc, puisque, je viens de le rappeler sommairement, la lutte pour le respect de la liberté d'informer et plus largement la lutte pour le respect des valeurs fondamentales prennent tout leur sens dans nos sociétés actuelles. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948, la forte mobilisation d'instances internationales, d'associations de la société civile et aussi de simples citoyens en faveur du respect des droits de l'homme n'a cessé de croître. Cela n'a pourtant pas empêché l'éclosion de régimes totalitaires et liberticides et une atteinte croissante à la liberté de la presse un peu partout dans le monde. Cette répression qui ne cesse de grandir mérite toute notre attention, car en tant que citoyens engagés et portés par les causes chères au monde, nous sommes concernés par cette insupportable atteinte aux droits de l'homme. Et c'est en cela que cette journée mondiale de la liberté de la presse est importante. Le dernier rapport de Reporters sans frontières le dit de manière explicite. L'organisation dénonce, je cite, une banalisation des attaques contre les médias et le triomphe d'hommes forts qui font basculer le monde à l'ère de la post-vérité, de la propagande et de la répression, notamment dans les démocraties. En ce moment, des journalistes en Turquie, par exemple, sont en train de vivre un calvaire. Eux qui ont vu récemment la fermeture de plusieurs dizaines de médias ou l'emprisonnement de dizaines des leurs. Et pour ceux qui sont persécutés, menacés, traqués, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a un refuge. Ce refuge, c'est toute l'essence de notre métier, ici. Les trajectoires et les nationalités des journalistes que nous accueillons ici, à la Maison des journalistes, illustrent fort bien cette réalité. Celle d'une haute lutte pour le droit d'informer. Nos actuels résidents sont syriens, yéménites, irakiens, afghans, turcs, ouzbeks, mauritaniens, marocains, rwandais. Ces hommes et ces femmes n'ont fait que leur métier. Informer leurs concitoyens, nous informer, nous montrer le monde, leur monde, notre monde tel qu'il est.
La Maison des journalistes est fière de pouvoir les accueillir et de les accompagner dans leur parcours d'exil. Ils sont à ce jour plus de 370 venus de 60 pays à avoir franchi la porte de cette maison, ce lieu unique au monde où la liberté, les libertés se pratiquent et se conjuguent dans toutes les langues. Mais au-delà de cette diversité linguistique et culturelle, tous nos journalistes se retrouvent autour de valeurs et de principes chers à la Maison des journalistes. Je citerai le respect, bien sûr, de la liberté de la presse, de la tolérance, socle de vraie démocratie. La nécessité aussi de sensibiliser à ces valeurs, de les mettre en garde, de mettre les jeunes en garde par rapport à des pratiques qui font reculer nos démocraties. Toutes choses, en somme, que nous avons en commun avec la francophonie. Madame la secrétaire générale, vous êtes ici chez vous. Vous qui avez été journaliste, vous qui avez connu l'exil avec votre famille pour échapper à la dictature des Duvalier en Haïti, vous qui incarnez à travers vos multiples fonctions et engagements les valeurs de paix, d'ouverture aux autres, de tolérance. Notre maison, la vôtre aussi désormais, est particulièrement ravie du soutien manifeste de la francophonie. Vous faites partie des partenaires privilégiés de cette belle maison. Chers invités, chers amis de la Maison des journalistes, j'aime rappeler que nous sommes dans une ancienne fabrique de brosses à reluire. Oui, c'est tout un symbole. Mais il me plaît souvent de penser que nous fabriquons aussi, nous restaurons ici, et sans prétention, de la dignité, de l'humanité, du respect, puisque nous donnons à tous nos journalistes la possibilité de se reconstruire, d'aller de l'avant. Nous participons aussi d'une autre vision de la France, celle de la solidarité, de l'accueil, de la valorisation des différences, de l'étranger dans sa diversité et dans tout ce qu'il peut apporter de positif à ce pays. Plaisir de vous accueillir, je l'ai dit. Gravité, j'ai insisté peut-être un peu lourdement, mais je voudrais terminer par le dernier volet de ce triptyque, espoir. Oui, l'espoir que ce 3 mai réveille ici et ailleurs quelques consciences engourdies, peu attentives aux questions relatives à la liberté de la presse. Espoir que les responsables politiques, je me retourne justement vers M. Ferrand. On aurait dû avoir M. Emmanuel Macron ici aujourd'hui, mais voilà, nous sommes très ravis d'avoir M. Ferrand avec nous en cette journée si importante. Donc, espoir que les responsables politiques se souviennent des fondamentaux, que la presse est libre et elle est garante à sa manière de la démocratie et qu'elle concourt au bonheur des citoyens. Espoir que dans les années à venir, nous n'ayons pas à déplorer, comme pour 2016, une funeste année pour les journalistes et pour la liberté de la presse que nous chérissons tous. Je vous remercie. Alors, juste avant de passer la parole à Hicham Mansouri, donc l'un de nos résidents, on va adresser un message au nom de tous les journalistes exilés, au nom des résidents. Je tiens tout simplement à remercier Tidiane Dio et Julie Tillman de la francophonie qui ont largement contribué à la réalisation de cet événement. Voilà. Hicham, la parole est à vous. Madame la directrice de la Maison des journalistes, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le secrétaire général de Reporters sans frontières, Monsieur le secrétaire général d'En Marche, membres du conseil du bureau de la MDJ, membres, équipe stagiaire et bénévoles de la Maison des journalistes, chers confrères résidents et résidentes. Au nom de mes confrères journalistes et résidents de la Maison des journalistes, je souhaite tout d'abord la bienvenue à la secrétaire générale de la francophonie dans notre maison,
Nous sommes très contents de vous avoir en tant que nouveau partenaire. Comme on est dans une maison, permettez-moi de commencer par une petite histoire personnelle. J'ai fait la connaissance de la Maison des journalistes lorsque j'étais étudiant à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, en lisant un article paru dans les cahiers du journalisme. C'est pour vous dire qu'on ne choisit jamais son asile. Ou, comme l'explique un proverbe marocain, aucun chat ne se sort de la maison où se déroulent des festivités d'un mariage. D'autres diront, oui, mais jamais l'exil n'a corrigé les rois. Nous pensons que c'est faux. C'est faux car en continuant nos combats en exil, non seulement nous restons fidèles à nos valeurs et convictions, mais aussi nous envoyons un message fort à ces régimes autocrates et dictateurs. Un message qui dit que réprimer n'est jamais et ne sera jamais une solution. Nous sommes ravis que la Maison des journalistes s'inscrive dans cette démarche, à travers son service social, ses cours de français, ses programmes pour découvrir le patrimoine culturel français, son programme renvoyé spécial dans lequel les résidents interviennent dans les lycées et prisons à travers la France, son réseau qui permet aux résidents de découvrir le paysage médiatique français et de l'intégrer, son journal L'œil de l'exilé qui nous permet de s'exprimer sur le pays et porter un nouveau regard sur la France. En effet, comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans un foyer qui protège du froid et qui offre la soupe le soir. À des pauvres victimes de la répression. Mais dans une maison qui ouvre ses portes aux membres de la grande famille de la liberté de la presse et d'expression à travers le monde. Pour nous, le mot maison est plein de sens. Il résume tout, car il évoque la sécurité, la chaleur, le partage, l'amour et bien plein d'autres belles choses. Nous ne sommes donc pas surpris de voir les anciens résidents continuer à revenir ici et à faire notre connaissance. Dans ce pays qui a toujours accueilli avec grande générosité et hospitalité les écrivains, artistes, penseurs, persécutés à travers le monde, permettez-nous d'affirmer que la Maison des journalistes est une de ces pierres constituant ce grand édifice qui représente les valeurs historiques de la France. C'est pourquoi nous, les résidents, nous ne parlons pas d'intégration, mais de contribution. Merci. Donc nous avons tenu à inviter Reporters sans frontières, notre partenaire, à cette manifestation. Donc c'est important justement de donner la parole à Christophe Deloire, qui se bat comme nous, enfin Reporters sans frontières, qui lutte comme la Maison des journalistes pour la liberté de la presse. Donc Christophe, vous avez la parole. Je disais aussi que c'était souvent très protocolaire. Comme les journalistes sur un plateau. C'est toujours un immense honneur pour l'ensemble de l'organisation que de nous retrouver avec vous, chez vous, que vous soyez administrateur, collaborateur ou résident de la Maison des journalistes. Et j'observe à chaque fois, c'est extrêmement serré, mais je veux dire, il y a une telle densité de courage, et c'est ce qu'on a observé dans la salle en bas. Il y a peu de lieux comme ça dans le monde, dans lesquels la densité de courage est telle. Il y a quelques rédactions. Je pense à la rédaction d'Anna Politkovskaya, juste derrière le panneau, là je crois qu'il y a une plaque. Novaya Gazeta, dont une journaliste est à nouveau menacée pour avoir révélé des brigades montrant l'objet des homosexuels en Tchétchénie. Je pense au journal Processo au Mexique. Et je pense à Cumhuriyet, en Turquie, à Istanbul, dont 11 journalistes, les plus grands journalistes de journal, se retrouvent en prison et il y a la Maison des journalistes, un résident turc. Mais aujourd'hui, il y a un pays dont je voudrais vous parler, qui est un pays qui est classé 39e au classement mondial de la liberté de la presse, et c'est la France. Oui, on est très bon en France, mais s'agissant de la liberté de la presse, on est derrière le Costa Rica, derrière la Namibie, derrière l'Uruguay, et derrière donc 38 autres pays, des démocraties qui sont mieux classées que d'autres. Et je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas de scrutin dimanche prochain. Des risques graves pèsent à l'évidence sur le pays.
des journalistes en exil ici peuvent témoigner de la manière dont les choses peuvent dégénérer parfois extrêmement vite. Comment des paroles on passe à de premiers actes et comment des actes on passe à des actes plus graves. Nous lançons d'ailleurs aujourd'hui une campagne, Spoiler Alert, intitulée d'après les spoilers qui dans les séries américaines, vous savez, dévoilent la fin de l'histoire. Là, la fin de l'histoire, le risque, c'est la fin ou la destruction de la démocratie. Il y a eu pendant cette campagne électorale une virulence. J'ai dit en anglais un média bashing. Désolé Michael Jean, mais une violence qu'on avait connue dans d'autres élections avant, en anglais de fait, qui dépasse la critique légitime du journalisme. Des journalistes tués dans des meetings, certains, parce qu'ils font un travail d'enquête, livrés à la vindicte publique, d'autres menacés de mort, ils en ont reçu chez eux. Et donc c'est l'occasion de dire de manière claire, même si Reporters sans frontières évidemment n'a pas vocation à appeler à voter pour un candidat plutôt que pour un autre, mais nous ne taisons pas quand des faits se déroulent, quand des risques pèsent dans des pays en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, donc ne nous taisons pas en France. Disons-le, l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, si elle devait survenir, ferait peser un danger très lourd pour la liberté de la presse en France, pour le pluralisme. Par son histoire, par son idéologie, par ses pratiques, encore observées récemment, le Front National a toujours montré qu'il était hostile à l'exercice libre et indépendant du journalisme. Nous savons que ces dirigeants prétendent vouloir étendre le pluralisme, mais jusqu'à présent, malheureusement, ils ont donné des preuves du contraire. Certaines preuves du contraire, ce sont les références d'un certain nombre de pays. La Russie, par exemple, tiens, 148e classement mondial de la liberté de la presse. Les médias, pour l'essentiel, sous domination du Kremlin. Je parlais de Noria Gazeta qui subit à nouveau des menaces tout à l'heure. La Pologne, dirigée par le PiS, qui est un pays européen en chute radicale, où les médias publics au service du public, en quelques mois, sont devenus des médias d'État au service de la propagande du parti au pouvoir, le PiS. La Hongrie, 71e au classement mondial de la liberté de la presse, dont un grand journal d'opposition a disparu cette année, le journal Debsa Bastak, pardonnez-moi pour la prononciation, officiellement pour de mauvaises ventes, mais on le sait parce que le pouvoir a fait pression. D'ailleurs, le principal éditeur de presse régionale a été racheté par une entreprise qui entretient des liens extrêmement étroits avec le Fidesz, le parti au pouvoir. Et j'aurais pu citer une forme d'inspiration américaine. Les États-Unis sont 43e, et le président, il disait tout à l'heure, Richard Barnier, a encore récemment réitéré ces attaques, qualifiant à nouveau les journalistes de ballonnets. Par principe, les journalistes de ballonnets, il y en a quelques-uns, incontestablement, mais dire que le journalisme est ballonnet, c'est une gravité sans nom. Surtout que derrière, il est apparu ces derniers jours que les services de Trump cherchent à modifier, c'est d'envisager les moyens légaux, voire constitutionnels, pour modifier la loi sur la diffamation dans ce pays. Trump avait dit lors de la campagne électorale qu'il y aurait beaucoup d'argent à gagner aux dépens du journalisme. Voilà, nous ne pouvons pas dire que ça ne signifie rien d'avoir en référence des gens comme Orban, Kaczynski, Poutine ou Trump, tous hostiles à la liberté de la presse. En publiant son classement, récemment, Reporters sans frontières a évoqué un basculement de certaines démocraties. Quel est le problème principal des démocraties? Alors, il y a beaucoup dans les démocraties. Il y en a deux, il y a deux thèses opposées. Selon l'une des thèses, les démocraties souffrent d'une faiblesse de la décision publique. Selon d'autres, à l'inverse, il y a un manque de contre-pouvoir. Alors, comment dépasser ce dilemme? En fait, le problème majeur dans beaucoup de démocraties, c'est la confusion des genres. C'est les conflits d'intérêts. C'est ça qui affaiblit la confiance dans les organes démocratiques, y compris dans les médias, dans la presse. Les démocraties ont besoin de distinction, elles ont besoin d'indépendance des fonctions de la vie publique les unes par rapport aux autres. C'est une revendication très claire, je crois, de nos concitoyens. Emmanuel Macron a annoncé qu'il entreprendrait de moraliser la vie publique. Nous pensons qu'il doit moraliser la vie médiatique. Alors moraliser, je ne sais pas si c'est le terme, ce n'est pas une question de morale s'agissant de l'ensemble de la vie publique, c'est une expression consacrée, mais en tout cas, il s'agit d'y introduire plus de transparence, plus d'honnêteté, de respect. Le respect par les responsables politiques des journalistes, c'est une chose absolument essentielle, qui ne se décrète pas, qui ne se régule pas par une loi, mais il est urgent que les responsables politiques français, tous,
revienne à un plus grand respect vis-à-vis de fonctions dont l'utilité sociale est évidente. Un responsable politique, et si Emmanuel Macron devait être élu à la présidence de la République, nous demandons qu'il fasse en sorte, très concrètement, que les journalistes ne soient pas privés d'effectuer des enquêtes parce que cela dérange tel ou tel, que les journalistes ne soient pas surveillés ou qu'ils ne soient pas portés atteinte au secret de leurs sources, que les propriétaires n'imposent pas leur vue, leur ligne éditoriale. En gros, nous demandons un engagement extrêmement fort, consistant à lutter contre les conflits d'intérêts dans les médias, à instaurer des mesures sur les concentrations verticales abusives. Les concentrations en soi c'est pas un problème. Il y a certains pays très bien classés au classement mondial de la liberté de la presse, comme la Norvège et les Pays-Bas, qui sont des pays de forte concentration, mais il y a des régulations très fortes contre les conflits d'intérêts. Et nous proposons même que soit créé un délit de trafic d'influence appliqué au champ de l'information. Enfin, nous avons besoin de dirigeants qui défendent la liberté de la presse dans l'ensemble du monde. Parce que malheureusement, nous sommes à une période où des pays très puissants, tels que la Chine, tels que la Russie, veulent imposer leur conception, leur ordre médiatique. C'est le président chinois qui dit qu'il veut un nouvel ordre mondial des médias. C'est le président turc qui donne l'exemple de l'extinction, de l'éradication rapide du pluralisme. Ce sont des pays de la conférence islamique qui veulent, au nom du blasphème, réduire l'ensemble de la liberté d'expression, mais aussi la capacité des journalistes d'enquête. Bref, c'est toute une chape de plomb qui risque de tomber sur le monde. Les démocraties, dont Walter Lippmann, journaliste et philosophe et essayiste américain, disait que la crise actuelle de la démocratie occidentale, c'est au sens strict une critique du journalisme, c'est au sens une crise du journalisme, pardonnez-moi. Les démocraties, bref, doivent avoir de nouvelles ambitions sur l'éducation populaire, la connaissance, la compréhension du monde. Nous avons besoin de démocraties éclairées, où la défense du journalisme de qualité, quelle que soit sa ligne éditoriale, doit être une priorité. Et pour ça, c'est un chantier pour une génération, sans doute. Mais il faut que les dirigeants politiques de démocratie, nous qualifierions d'éclairés, prennent le flambeau pour le défendre partout. Et des dirigeants, évidemment, d'organisations internationales, et nous savons que nous pouvons compter sur Michaël Jean. Aucun des grands problèmes du monde, qu'il s'agisse de la corruption, qu'il s'agisse des atteintes à l'environnement, qu'il s'agisse des atteintes, des violations des droits élémentaires ou des conflits meurtriers, ne sera réglé sans journalisme de qualité. Et il faut pour ça une détermination, y compris sur la scène internationale. C'est ce que nous ne cesserons de réclamer. Merci, cher Christophe. Alors, je voudrais juste saluer la présence de la secrétaire générale de la francophonie, de France Média Monde. C'est vrai que la francophonie est à l'honneur ce matin. Christine Saragosse, voilà, présidente, directrice générale. Je ne sais pas si c'est l'émotion ou c'est le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc Marie-Christine Saragosse, qui est un soutien, donc France Média Monde, qui est un partenaire privilégié aussi de la Maison des journalistes. Voilà, mais je vais passer la parole à présent à M. Richard Ferrand, donc secrétaire général d'En Marche. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je sais combien vous auriez préféré qu'Emmanuel Macron soit à ma place, en train de s'adresser à vous, mais en vérité, il travaille pour vous, si je puis dire, puisqu'il est en train de préparer ce grand moment médiatique. On verra si c'est un moment démocratique éclairant, mais ce grand moment médiatique sera ce soir le débat d'entre-deux tours, qui, vous savez, en France est sinon une tradition, en tout cas un rite important dans l'expression, les expressions qui précèdent l'élection du président de la République. Je veux d'abord vous dire combien, d'abord il aurait aimé être avec moi pour précisément, comme nous y invite l'ONU et l'UNESCO, célébrer la journée mondiale de la presse. C'est évidemment une cause essentielle dont nous savons toutes et tous comment elle est fragile, et si nous venions à l'oublier, il suffit d'écouter les récits, même brefs, qu'ont pu faire celles et ceux qui sont accueillis ici. Ma présence ici n'a qu'une vocation, c'est de témoigner
de notre engagement et de l'engagement de celui dont j'espère qu'il sera élu dimanche président de la République en faveur de la liberté d'expression. Gouverner la France, c'est être toujours aux côtés de ceux que l'on menace, que l'on pourchasse, que l'on emprisonne, même parfois, ou que l'on tue, parce qu'ils font simplement leur métier, ce beau métier, votre métier, avec rigueur et honnêteté. Permettez-moi d'ailleurs de me sentir un peu à la maison, puisque les 10 premières années de ma vie professionnelle ont été consacrées à être moi aussi journaliste. Depuis le début de cette campagne électorale, dont quelqu'un avant moi a rappelé la dureté d'abord sur les médias, en premier, et en même temps la dureté envers les femmes et les hommes, ou entre les femmes et les hommes qui briguent la première responsabilité du gouvernement de notre pays. Depuis le début, donc, nous avons placé la liberté au cœur de notre projet. Liberté d'entreprendre, liberté de création, liberté d'expression, liberté et indépendance de la presse, sans laquelle il ne peut pas y avoir de démocratie réelle. Le président de la République doit être le garant de ces libertés fondamentales. Et singulièrement au moment où, un peu partout dans le monde, des régimes autoritaires mettent à mal ces libertés, cela signifie que la France doit sans doute être plus exemplaire encore, c'est bien entendu, mais elle doit aussi porter cette parole de liberté partout en Europe et au-delà des limites de l'Europe. Nous avons une responsabilité particulière dans ce domaine, puisque la France doit renouer avec sa vocation à porter des messages universels, et notamment l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, indique que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Nous voyons, nous mesurons à quel point le chemin est long. Le prix de la liberté, des journalistes qui sont ici parce qu'ils ont dû quitter leur pays, ils le connaissent, ce prix de la liberté. Et au fond, on sait bien que parce qu'ils ont placé au-dessus de tout droit le fait de pouvoir informer tout citoyen, en étant indépendant des pouvoirs, eh bien, ils ont dû à un moment donné partir. Et c'est ici en France, il faut féliciter madame et monsieur qui avaient fondé ici cette maison, et toutes celles et tous ceux qui depuis portent votre œuvre, d'avoir créé cet endroit qui permet à vos confrères de dormir un soir chez Ouest France, un autre chez le Câlin Enchaîné, désormais madame dans la maison de la Francophonie. Bref, d'avoir permis ce lieu de fraternité et de confraternité. Mais je veux aussi vous dire combien M. Deloire, votre action à la tête de l'ERSF, qui porte au fond ce flambeau de la liberté, est aussi une manière de faire rayonner les valeurs de la France. Et c'est bien que vous le fassiez, puisque ça, c'est sans doute plus à des associations de le faire que seulement à l'État. Je veux aussi saluer le travail de la Maison des journalistes en votre présence, cher Michel Jean, puisque votre présence donne encore plus de sens à cette journée. Parce que si la France est terre de liberté, c'est bien la langue française qui porte cette liberté. L'action que vous menez à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est, nous le savons tous, exemplaire. Nous avons cette langue française en partage, et je profite de cette occasion, Madame la Secrétaire Générale, pour vous assurer que vous pourrez compter sur nous, et j'espère bientôt le futur président de la République, pour soutenir et accompagner vos initiatives et les combats que vous menez. Aujourd'hui, la presse et les journalistes sont confrontés à de nombreux défis. La course à l'immédiateté, qui fait parfois préférer l'émotion à l'information. L'emprise des réseaux sociaux, qui ne distinguent plus le vrai du faux, et les menaces sur l'indépendance éditoriale des rédactions. Nous voulons assurer et le pluralisme et la liberté. Et le programme que porte Emmanuel Macron s'inscrit dans cette volonté et dans cette démarche. Nous souhaitons que notre pays se dote d'outils qui permettent de garantir la formation de qualité, qui privilégie l'éthique, la déontologie
et l'indépendance éditoriale pour faire en sorte que cette liberté soit durablement vivante. Au fond, l'État a une seule responsabilité, c'est garantir la liberté d'expression en défendant l'indépendance éditoriale des rédactions. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer les acquis de la loi Bloch, qui rend obligatoire les chartes déontologiques qui prévoit que les journalistes ont le droit de s'opposer à toute pression. Et nous souhaitons créer un nouveau statut pour que les entreprises de presse puissent être gérées par une fondation à l'image des trusts anglo-saxons. Je veux dire enfin un mot sur l'éducation aux médias et à l'information. À l'heure où le complotisme fait des ravages, où les fake news, comme l'on dit, pardon pour cet anglicisme, les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, abîment le débat public et ne permettent pas toujours de distinguer le vrai du faux, ne permettent même plus à nos enfants de faire le tri dans ce flot incessant. L'État doit aussi être à vos côtés pour démultiplier les initiatives en faveur de l'éducation à l'information partout où se forgent les citoyens de demain. Voilà un enjeu de société majeur qui doit interpeller non seulement les responsables publics, mais aussi tout le monde de la presse. Je ne reviendrai pas sur l'extrême droite, mon propos serait trop long et polémique et déplacé, mais nous savons qu'elle aime la presse comme le steak, c'est-à-dire saisie. Et donc, je n'en dirai pas beaucoup plus à ce sujet, mais je constate juste que la situation est suffisamment grave pour que 36 sociétés de journalistes appartenant à des médias les plus divers lancent dans la France aujourd'hui un cri d'alarme pour dénoncer des atteintes répétées de la part de l'extrême droite à la liberté de la presse. Donc je voulais simplement vous dire que nous avons entendu cet appel et pour terminer vous faire une confidence. Tous les jours, je lis bien sûr la presse, pensez bien en cette période. Et il est rare que je ne m'irrite pas de quelques articles. Mais j'ai envie de vous lancer une supplique, continuez à nous irriter, ce sera la preuve de notre liberté. Merci, M. Ferrand. Je pense que je vais garder pendant longtemps ces deux métaphores. Alors, j'invite la secrétaire générale à venir prendre la parole. Michael Jean. Je pense que, Madame la directrice, chère Caroline Cotillard, que nous n'aurons jamais de mots assez graves ni assez lourds pour dire cette situation insupportable que nous connaissons dans le monde et qui est faite aux journalistes. Chère Marie-Christine Saragosse, qui est présidente de la directrice générale de France Médias Monde, nous savons combien le choix des mots est important et combien nous pouvons baisser les bras et ne pas faire l'effort, combien certaines situations sont inacceptables. Je salue aussi le secrétaire général de Reporters sans frontières, cher Christophe Deloire. Combien de fois nous avons ensemble, n'est-ce pas, nous partageons nos soucis, nos préoccupations pour le sort fait à des journalistes que nous connaissons et sur le mauvais traitement fait à la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Je vous salue aussi, monsieur le secrétaire général d'En-Marche. Je retiens moi aussi le dernier mot. C'est vrai que certains faits rapportés par les journalistes peuvent irriter. Il arrive, oui, qu'il y ait des informations, mais il y a beaucoup aussi l'expression de cette responsabilité citoyenne qu'est l'information, qu'est
le journalisme. C'est moins comme cela que j'ai toujours porté cette profession lorsque je me suis engagée. Alors, en ce 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, évidemment, nous sommes tous saisis par ce que nous avons pu entendre ici. Des journalistes qui ont trouvé asile, refuge dans cette maison. Ce qui m'a saisi et le saisit encore, c'est l'urgence de dire, lorsque nous nous approchons d'eux, cette urgence qui se manifeste, qui est portée par le corps, qui est portée par les mots, par le partage de cette expérience difficile qu'ils ont à vivre. Et en même temps, ce sentiment presque aussi d'impuissance, se dire que l'on a pu trouver refuge quelque part quand d'autres derrière de nos collègues sont emprisonnés, sont encore sous la menace. Et pensant aussi aux familles, aux proches laissés derrière. Et j'ai été très émue par ceux qui m'ont dit, vous savez, je ne veux même pas que l'on filme ou que l'on me prenne en photo parce que je crains encore pour mes liens laissés derrière. Et j'ai ressenti aussi cette dure souffrance et ce sentiment d'impuissance. Alors, bien sûr, en cet instant, nous pensons à tous ces journalistes persécutés, empêchés d'exercer pleinement leur mission, qui est d'informer. Et ceux et celles que nous rencontrons ici sont de ceux-là, et tous et toutes m'ont dit, nous préférerions, bien sûr, être à la maison, être dans notre pays pour continuer notre travail, être sur le terrain. C'est vrai, cette situation est inacceptable et cette journée est là pour nous le rappeler. Alors, je vous l'ai dit, j'ai été moi-même journaliste et j'ai été à plusieurs reprises exposée au pire. Le plus difficile de cette expérience, de ces situations à haut risque, a été lorsqu'en 1986, je me suis rendue en reportage en Haïti, pour un documentaire, et pour couvrir, comme tant d'autres journalistes, et témoigner de la première élection libre, après 30 ans de régime dictatorial du Duvalier, père et fils. Et la veille du scrutin, tous les journalistes, y compris l'équipe de l'Office national du film du Canada dont je faisais partie, ont été violemment pris pour cible par les militaires. Ces forces armées refusaient d'abandonner le terrain et refusaient surtout le principe même d'élections libres devant reconduire à un état de droit. Journalistes et électeurs sont devenus leur proie. Des hommes et des femmes à abattre. Et ils se sont livrés, vous en souviendrez, à un véritable carnage. Alors, mon expérience en 1986, c'est une anecdote que je pourrais vous raconter aussi, lorsque l'on devient, parce que l'on est journaliste, personnel non grata. Mais comme vos expériences, à vous qui êtes résident de cette maison, signalent et confirment ce que l'on retrouve dans les rapports de Reporters sans frontières, année après année. Vous avez apporté des faits troublants, et le plus troublant est que la liberté de la presse ne progresse pas. Elle est même en sévère recul. Alors, menaces, violences, peines privatives de liberté, disparitions, exécutions, écrits et propos qualifiés de délits de presse, nous savons que rien n'arrête et que rien n'arrêtera. Ceux qui veulent bâillonner, censurer et réduire au silence. Mais fort heureusement, rien n'arrête non plus celles et ceux qui luttent pour mettre fin à ces pratiques intolérables, à ces violations des droits et des libertés. Et fondatrice de cette maison, bénévole, journaliste ici présent, parce que bien loin, Reporters sans frontières, l'Organisation internationale de la francophonie, eh bien, nous sommes de ce combat.
Et c'est ce que je tenais à vous dire, et j'étais impatiente aussi de rencontrer les journalistes qui d'ici continuent le travail, continuent le combat. Je voulais sentir l'âme de cette maison, l'atmosphère qui y règne. Et cette maison a une âme. Elle parle d'une France solidaire. Elle parle d'une France fraternelle. Cette France à laquelle nous sommes si attachés. Et je dirais quelle belle initiative en effet que cette maison des journalistes fondée il y a 15 ans. Et il était temps, je crois, que l'OIF s'y associe pleinement. C'est une idée avant-gardiste, car pour des journalistes persécutés, cette maison, la première du genre à travers le monde, apporte le troisième, je dirais, élément du triptyque, comme vous le disiez, qui est l'espoir. Savoir que l'on n'est pas seul, savoir que l'on n'est pas oublié, et que d'ici, on peut continuer aussi à dire. Alors, on ne peut que souhaiter que vous fassiez largement école. Il en faudrait d'autres, malheureusement, tellement d'autres dans le monde. Et beaucoup d'autres villes devraient suivre l'exemple de la ville de Paris, qui, en accueillant cette maison, renoue avec sa vocation originelle de terre d'accueil. Terre d'accueil. Et nous savons combien cette notion même de terre d'accueil est malheureusement beaucoup remise en question. Non seulement ici, mais ailleurs également. Accueil pour ces journalistes, artistes, hommes et femmes de lettres, musiciens, intellectuels, réfugiés, migrants, qui pour des circonstances extrêmement hors de leur contrôle, hors de notre contrôle, je peux en témoigner, pour moi ce n'est pas une statistique, sont forcés de fuir. Alors, moi je mesure pleinement ces risques encourus, ces sacrifices consentis, les jeunesses perdues au nom de l'idéal déformé, nous en connaissons qui ont laissé leur vie. Je mesure, tout autant pour l'avoir vécu, ce que représente aussi l'exil forcé. Tout à l'heure, d'une fenêtre, nous voyions juste à côté des tombes, des cimetières, nous savons qu'en quelque sorte, il y a un peu de cela dans l'exil forcé. Dans le déracinement, dans les rêves brisés, dans les familles déchirées. Il y a, oui, une partie de nous que l'on laisse derrière et qui meurt un peu, mais que nous tentons de garder bien vivante, en rassemblant toutes nos forces pour nous reconstruire, pour renaître à nous-mêmes et revivre. Je veux remercier Ahmed qui m'a ouvert la porte de sa chambre, cette chambre qui désormais porte bien gravé la solidarité de l'OIF à ses côtés, à vos côtés, aux côtés de tous les journalistes qui passent ici. Et on a vu défiler la chambre de France Média Monde, de la PF et de tous les autres médias solidaires et organisations solidaires. Alors, certains gouvernements, je le sais, aimeraient avoir une totale emprise sur les journalistes et en repoussant à l'exil, ils imaginent tuer toute velléité de dissidence ou de contestation. Et c'est bien peu connaître la puissance des mots et la détermination de celles et ceux qui ont fait le choix d'informer. Les idées portées par la puissance des mots ne meurent jamais. Elles survivent aux dictatures à travers le temps et se jouent les frontières. Alors, ne cédons pas, continuons ce combat depuis Paris et en utilisant tout ce qui est à notre portée. C'est-à-dire tous nos canaux. En ce qui nous concerne, les canaux diplomatiques, en remontant, sans même avoir à le dire publiquement, au plus haut niveau, et avec insistance, avec persistance, en revenant à la charge, en suivant au plus près la situation de ces journalistes, les procès aussi qui leur sont faits, le déroulé des procès,
et en revenant constamment à la charge. Chaque fois que ces démarches portent fruit, nous nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons. Mais nous savons combien, y compris sur ces canaux-là, la chose n'est pas toujours facile. D'où la nécessité de persister. Et ceux et celles qui ont trouvé refuge dans cette maison continuent de le faire également à leur manière, en utilisant leurs propres canaux. Il y a le micro, il y a la plume, il y a le clavier, et pour ici, il y a l'œil de l'exilé, cette publication en ligne que vous produisez. Et je veux vous dire, chère Darline Cottière, que vous pouvez compter sur la francophonie. Nous avons du reste décidé de parrainer, oui, cette chambre et de contribuer aux bonnes conditions d'hébergement de la personne qui l'occupe. Et le parrainage de cette chambre, c'est aussi notre manière de vous dire, chers résidentes et résidents, que vous soutenir n'est pas seulement une nécessité ardente, c'est pour nous, de la francophonie, une exigence morale. Je pense qu'on peut, oui, peser sur ce mot-là. Parce que nous avons bien conscience que cette maison des journalistes constitue un refuge, un recours, une boussole. C'est aussi un lieu de toutes les cultures et en cela une manière d'habiter plusieurs mondes en même temps. Disons-le dans les mots qui sont à notre portée et que nous manions si bien. Oui, disons, sans avoir à utiliser les mots d'une autre langue, parce que les nôtres aussi ont du poids. Et ont beaucoup de poids pour tous ces journalistes avec qui nous avons cette langue en partage et qui attendent impatiemment de les entendre lorsqu'ils sont mis en péril. C'est notre façon d'affirmer que le combat pour la liberté de la presse est une mobilisation de tous les instants. Et la francophonie ne se résoudra jamais à dire ainsi dans le monde. Et je vous prends à témoin, cher Christophe, de voir que nous sommes retrouvés avec Marie-Christine Saragosse, ensemble pour décerner les prix de l'innovation dans les médias francophones. Et là encore, ce sont combien de fois des médias de résistance, n'est-ce pas? Alors, nous faisons, oui, beaucoup ensemble, mais nous savons chaque fois, nous avons toujours ce sentiment d'urgence, nous disons toujours que ce n'est pas suffisant et nous voulons voir aboutir nos démarches au plus vite pour la sécurité des professionnels de l'information, mais aussi dans d'autres secteurs, comme celui des processus électoraux. Alors, résister à l'inacceptable, dénoncer, innover, poser des gestes concrets jour après jour, pour défendre sans faillir, encore et toujours, la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de la presse et l'indépendance des médias, c'est dans cet état d'esprit dans lequel agit, continuera à agir pour vous et avec vous cette francophonie, oui aussi de la résistance et oui aussi des solutions. Je vous remercie. Merci, Madame la Secrétaire Générale, d'avoir réaffirmé votre soutien, votre précieux soutien à la Maison des journalistes. Alors, je voudrais vous remercier de votre patience. C'est vrai qu'on n'a pas encore d'auditorium à la Maison des journalistes. C'est peut-être l'occasion de lancer un appel, parce que ça, c'est un projet aussi. C'est un projet que nous avons, donc un projet d'extension de la Maison des journalistes. Donc ça peut être un auditorium. On avait pensé à une piscine ou voilà, une salle de sport pour les journalistes sur le toit, mais je pense que l'idée de l'auditorium, ça serait plus approprié. Alors je vais inviter notre président Christian Oboineau à vous dire le mot de la fin. Rassurez-vous, c'est juste le mot de la fin. Je voulais d'abord remercier toutes les équipes de la Maison des journalistes. Oui, ça fait depuis une demi-heure que je le vois en équilibre. Donc de la Maison des journalistes, donc tous les bénévoles, tous les stagiaires, toute l'équipe salariée de la Maison des journalistes, les jeunes en mission de service civique, et puis surtout remercier Darline pour ce qu'elle a organisé aujourd'hui, d'avoir fait venir la francophonie ici. Vraiment bravo Darline pour ce travail et tout le travail que tu fais avec ton équipe à la Maison des journalistes. On peut l'applaudir.
je ne suis jamais très long. En fait, en écoutant Christophe, en vous écoutant M. Ferrand, en vous écoutant Darline, en vous écoutant Chamana, le secrétaire général de la francophonie, je me suis dit on pourrait remplacer le mot liberté, parce qu'on dit il faut plus de liberté, nous nous battons pour la liberté, mais en fait on ne se bat pas pour la liberté. On se bat en ce moment pour la vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la vérité n'est plus ce qui est en vogue. C'est-à-dire que les fantasmes représentent à peu près 50% de notre pays. Et le boulot des journalistes, c'est de se battre pour la vérité. Et c'est la liberté, mais c'est d'abord de se battre pour la vérité. Et c'est pour ça que des journalistes meurent, parce qu'ils disent la vérité. Donc, nous sommes ici, tous ici, épris de vérité. J'espère que ce week-end, tout le monde sera plus épris de vérité que de fantasmes. En tout cas, c'est le rôle des médias, c'est le rôle des journalistes de dire la vérité. Voilà, c'est ça. Alors, juste avant que vous partiez, il y a de quoi se rafraîchir. Voilà, juste de quoi se rafraîchir avant de partir. Donc, c'est plutôt de ce côté que ça se passe. Et merci encore d'être venu célébrer avec nous cette journée mondiale de la liberté de la presse. Merci.